Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éthique Éco consacrée, vous le savez, au handicap. Nous sommes ensemble pour une petite heure, c'est le nouveau format de ces rendez-vous numériques et nous sommes ensemble pour cultiver ce qui est la marque de fabrique d'Éthique Éco, c'est-à-dire cultiver le sens de la nuance dans cet univers où on nous oblige à choisir entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal, à dire oui ou non. Ici, on prend le temps d'échanger, de débattre, mais sans esprit belliqueux au sens latin du mot bellus belli, la guerre. On est là pour parler et pour essayer de trouver des voies et de progresser ensemble, donc en se nourrissant de cet esprit de nuance. Éthique Éco consacrée au handicap, avec des intervenants important pour nous, à commencer évidemment par Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui nous fait le plaisir d'être en visio avec nous depuis Paris. Colette Weisman, évidemment la présidente du conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA, qui est la puissance invitante de Éthique Éco. Jean-Yves Glemet, qui est le président des Chevaliers du Ciel, Rêve de gosse, qui lui aussi est en visio avec nous et qui témoignera d'une initiative, vous allez le voir, absolument formidable. Et puis, évidemment, Mohamed Lakila, député des Bouches-du-Rhône, 11e circonscription, qui est le fondateur d'Éthique Éco, ancien président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables PACA. Et tout de suite, je me tourne vers vous, évidemment, Mohamed, pour que vous replaciez ce sujet dans l'actualité et puis par rapport à cette initiative que vous avez lancée, Éthique Éco, les experts comptables s'intéressent au monde qui les entoure. Les experts comptables, merci cher Gabi, ce n'est pas des gens simplement qui sont tournés vers les chiffres. Et j'avais souhaité à l'époque nous extraire de la partie technique pour nous intéresser tout simplement à notre environnement. Et notre environnement, c'est tout ce que nous avons organisé depuis 4 ans aujourd'hui. C'est aussi bien l'éthique, l'éducation qu'on avait traité par le passé, l'éthique et le sport, l'éthique et le journalisme, entre autres. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'intéresse au handicap pour plusieurs raisons. Bien évidemment, l'handicap, 80% des gens aujourd'hui handicapés ne sont pas visibles. On pense immédiatement, quand on parle d'handicap, de chaises roulantes. Or, l'handicap est partout. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais d'abord remercier, bien évidemment, Colette Weisman, la présidente, qui nous permet de continuer à faire vivre Éthique Éco avec l'ensemble de son équipe. Je veux remercier Jean-Yves Glemet, qui, avec son association Les Chevaliers du Ciel, permet à des enfants extraordinaires et des enfants ordinaires de côtoyer le ciel auprès de pilotes chevronnés. Alors avec Jean-Yves, nous avons d'abord une passion commune, tous les deux. Nous aimons l'aéronautique et nous pilotons tous les deux. Avec l'événement Rêve de gosse, on permet partout en France, y compris à Poitiers, de faire rêver des petits et grands en permettant de faire un tour d'avion. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, de participer moi-même en tant que pilote à une étape à Montpellier en faisant vivre une journée durant laquelle j'ai côtoyé de jeunes gens extraordinaires et qui vivaient leur handicap d'une manière ordinaire. Ils étaient émerveillés de découvrir le ciel au-dessus des plages de Palace-les-Flots. Et l'Ordre des experts comptables, ma chère Colette, était partenaire de cette opération. Donc merci surtout à Madame la ministre Sophie Cluzel, par votre engagement depuis le début de votre nomination auprès des personnes en situation de handicap et votre présence avec nous aujourd'hui à cette réunion de réflexion sur un sujet, j'allais dire, d'actualité, je veux dire surtout universel, en ce qu'il est le pendant d'une autre notion tout aussi universelle au cœur de la citoyenneté et chère à notre République, qu'est l'égalité. Voilà. Le handicap, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est près de 12 millions de personnes. Aussi, si vous permettez ce parallèle, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire publiquement, dans le cadre de ma mission de rapporteur spécial du budget politique de la ville, lutter efficacement contre les inégalités appelle à une mobilisation collective, transverse et un effort de tous les acteurs de notre pays. Donc merci à tous de participer à
à cette réunion, ce éthique éco. Alors, ce n'est pas un déjeuner, d'habitude c'est un déjeuner. Là, on est désolé, donc c'est au travers d'un écran qu'on va s'adresser à vous. Alors, peut-être que vous me permettez de poser la première question à Colette Weissman. On va resserrer le prisme de nos échanges autour, sans doute, au regard de l'activité des experts comptables, de la relation entre le handicap et l'entreprise. Vous êtes évidemment expert comptable, vous recevez le témoignage de tous vos confrères et consoeurs. Comment est-ce que vous voyez, comment vous recevez ce sujet qui nous réunit aujourd'hui? Alors, vous savez, il y a la loi et l'esprit de la loi. Aujourd'hui, le handicap est parfaitement encadré par les textes. Quelques textes, deux numéros. L5212 et suite, et le R5212 et suite. Ils sont assez faciles à retenir, qui cadrent bien les modalités et les obligations liées au handicap. Alors, moi, ça me gêne toujours de dire obligations liées au handicap, car j'estime que notre rôle citoyen, ça ne devrait pas être une obligation. Ça devrait être naturel d'intégrer, comme le disait tout à l'heure Mohamed Lakila, des gens extraordinaires qui deviendraient des gens ordinaires. Ça, c'était juste pour le passé. On a une loi qui encadre aussi parfaitement le handicap, c'est la loi de 2018, la 2018-771, qui a réformé en fait l'obligation d'emploi. Il y a deux choses. Soit on a plus de 20 salariés, et dans ces cas-là, il n'y a pas de débat, on doit embaucher des personnes handicapées, et soit on est en dessous, et la loi aujourd'hui nous oblige à déclarer, bien que nous n'ayons pas l'obligation de payer une cotisation, parce qu'aujourd'hui, le débat, il est là. On a énormément d'entreprises qui préfèrent carrément payer une taxe, je dirais, qui correspond à 6% de la masse salariale, après peu importe, plutôt que d'embaucher des personnes handicapées. Ça, c'est le quotidien des rencontres que vous faites avec les chefs d'entreprise. Et lorsque vous abordez cette question-là, ils préfèrent faire ce choix qui paraît quand même assez peu civique, on va dire. Tout à fait. Et on a beau leur expliquer qu'aujourd'hui, il existe des aides, qu'ils ont la possibilité de faire appel à des structures qui embauchent des personnes handicapées, mais ils restent quand même au-delà de ça et ils nous disent bah, écoutez, non, vraiment, moi je préfère payer la taxe de 6%. Alors, on a ce rôle de conseil en leur disant mais vous savez, des fois, c'est pas très citoyen, ce sont des personnes comme les autres, mais on se rend compte en fait que ce que disait Mohamed Lakila tout à l'heure, c'est exactement ça. Je n'ai pas la place de mettre un fauteuil roulant, mais une personne handicapée, c'est pas forcément un aveugle, un sourd, une personne en fauteuil roulant. Le handicap ne se voit pas forcément. Alors on reviendra sur les aides, les dispositifs d'accompagnement, etc. Madame la ministre, si vous m'entendez, je l'espère, je voulais savoir comment d'abord vous réagissiez à ce que vient de dire Colette Weissman, c'est-à-dire que oui, il y a la loi, mais l'application de la loi, elle n'est pas si simple que ça. En tout cas, les chefs d'entreprise, parfois, préfèrent payer comment vous dites, une cotisation, on appelle pas ça une amende, plutôt que d'embaucher une personne souffrant d'un handicap. Comment vous réagissez à ça? J'imagine que ce n'est pas nouveau pour vous. Dans vos fonctions, vous entendez ça souvent. D'abord, permettez-moi de vous remercier de pouvoir parler de ce sujet dans ce cadre-là. Non, en effet, ce n'est pas du tout nouveau. Ça date de 1987, l'obligation d'emploi. C'est 6% de salariés en situation de handicap que toutes les entreprises privées et publiques doivent avoir. 33 ans après la loi, on en est à 3,8% de taux d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées et près de 5,8% dans les trois fonctions publiques, territoriales, hospitalières et État. Donc on voit bien que cette obligation, elle existe depuis 33 ans. Pour autant, on n'atteint pas les 6%. Alors ça s'améliore, c'est vrai, c'est encore vu comme une charge pour une entreprise et tout mon enjeu depuis que je suis rentrée au gouvernement, depuis 2017, c'est de transformer cette charge en chance. Et non pas en obligation sous le terme obligation, mais tout simplement en faire un bonus, le faire dire que les personnes handicapées sont différentes. Elles peuvent apporter énormément de choses. D'abord leurs compétences, parce que nous avons des personnes handicapées avec compétences, parce que bien souvent dans la tête des gens, personnes handicapées riment avec petite qualification. Alors c'est un fait que souvent des personnes handicapées ont eu des problèmes, mais comme le disait très justement Mohamed Lakila, 80% des handicaps sont invisibles, mais 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Donc ces personnes ont eu une vie professionnelle. Donc il faut les accompagner dans la reconversion.
Alors, on met beaucoup de dispositifs, on va en reparler. Mais moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris, celles qui se sont engagées dans une politique RH inclusive, que c'était du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant parce que ça faisait tout simplement transformer les modalités managériales au profit de tous. Et encore une fois, le handicap moteur, notamment celui avec un fauteuil roulant, représente 3% des personnes en situation de handicap. Donc on a beaucoup de handicaps psychiques, invisibles, des troubles sensoriels, mais pas que. On a par exemple aussi des handicaps qui s'acquièrent au cours de sa vie professionnelle, les troubles musculo-squelettiques. Donc on a tout intérêt à prendre ce problème à bras-le-corps. Sur l'embauche, mais sur le maintien et la reconversion professionnelle. Pour éviter des licenciements pour une inaptitude, c'est un devoir aussi de l'entreprise d'accompagner ses salariés sur la santé au travail et on pourra en reparler. Donc déjà vous dire que ça progresse, que moi je suis aux côtés des employeurs pour leur expliquer le gagnant-gagnant que c'est d'avoir une politique RH inclusive au profit de tous les salariés. Et là on change le discours, on change de paradigme, on change de regard. Et puis, on a énormément de leviers. En 4 ans, ça a énormément changé parce qu'on a mis en place des dispositifs, des événements. Et je tiens à saluer le fait que ce soit justement l'ordre des experts comptables qui s'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est l'interlocuteur de l'entreprise, l'expert comptable. Et c'est celui qui peut donner l'information. J'ai eu la chance de pouvoir faire une grosse vision justement avec Lionel Canesi et avec Yanis Olivier, le président des commissaires aux comptes, et ils vont nous accompagner à diffuser les informations. Les entreprises, je le comprends aujourd'hui, surtout en pleine crise économique, elles sont abreuvées d'informations. Donc il faut qu'on soit extrêmement pragmatique, opérationnel, pour leur donner les dispositifs d'aide à l'emploi, les dispositifs d'accompagnement, comment trouver les compétences, parce qu'elles me disent beaucoup qu'on a des problèmes de sourcing, qu'on a des problèmes de trouver les bonnes compétences, en plus en situation de handicap. Donc tout ça, on est en train de travailler et je remercie vraiment l'Ordre des experts comptables de s'intéresser vraiment à ce problème parce que vous êtes la bonne porte d'entrée auprès des employeurs pour donner la bonne information et la juste information. Alors vous avez donné, Madame la Ministre, vous avez donné des arguments qui pourraient incliner les chefs d'entreprise, les inviter à embaucher les personnes souffrant d'un handicap. Vous avez notamment parlé de compétences. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de savoir du côté des experts comptables, quels sont les freins qu'on entend le plus fréquemment, qui sont le plus fréquemment évoqués par les dirigeants d'entreprise pour ne pas faire appel au service d'une personne souffrant d'un handicap, l'un ou l'autre, Mohamed Lakila ou Colette. La plupart de nos chefs d'entreprise nous disent, mais vous savez, moi aujourd'hui, je ne peux pas embaucher, quand on leur en parle, d'handicapés, vous comprenez, pour moi, les aménagements vont être complètement démesurés. Parce que toujours pareil, ils ont en tête que la personne va être handicapée, c'est, comme on le disait en préambule, un fauteuil. Voilà. Mais après, bien sûr, il y a des handicaps qu'on ne pourra pas intégrer dans des entreprises, c'est évident. On ne peut pas embaucher un non-voyant dans un cabinet d'expertise comptable. Mais un fauteuil roulant, gênant ou rien. Donc le premier critère, c'est ça. Je vais devoir faire des travaux, je vais devoir adapter mon entreprise. Ça va être un coût et je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le faire. Le deuxième, c'est que souvent le pôle ressources humaines n'est pas suffisamment bien formé, ne connaît pas très bien tout ce qui peut aller avec le handicap et va avoir tendance un peu à écarter, ça c'est l'humain, hein, on écarte ceux qu'on ne maîtrise pas très bien. Ensuite, ils sont peut-être, et là je parle sous le contrôle de Madame la Ministre, il faudra peut-être là faire un effort. Les dispositifs qui existent aujourd'hui, en dehors de l'aide, sont très mal connus. C'est-à-dire on sait que si on embauche un travailleur handicapé, on aura une aide à l'embauche, mais je sais qu'aujourd'hui, il existe des aides pour les aménagements et autres. Mais on a une mauvaise com là-dessus. Et nous-mêmes, je pense qu'on n'a pas forcément les bonnes informations au bon moment pour... Donc déficit d'information dans la connaissance des dispositifs. Oui, quoi d'autre encore on parle des freins, hein, on parle des freins encore. Le facteur humain, parce que ça c'est un frein important, on a peur de l'inconnu. Le handicapé, ce n'est pas notre quotidien, donc on a tendance à avoir peur de ça, à ne pas avoir envie d'y aller. Et ensuite, on a tendance aussi, et ça on l'a un peu constaté, on a des chefs d'entreprise qui vont nous dire « Oh là là, moi j'en ai embauché un, ça s'est super mal passé, plus jamais de ma vie ». Donc la conclusion trop hâtive, où on va avoir tendance à généraliser, parce qu'une fois ça ne s'est pas bien passé, on va dire « Attends, tu vas embaucher, fais gaffe, hein, parce que moi j'ai eu ça ». Et c'est vrai qu'on va avoir cette information qui va circuler, à mon sens, complètement infondée. Je crois qu'avant tout, le monde de l'entreprise ne connaisse pas suffisamment ce monde-là, de l'handicap.
J'ai juste un petit exemple. Un expert comptable, malentendant, avec qui j'avais discuté, a été embauché dans un cabinet d'expertise comptable. C'est après qu'il a révélé son handicap. De peur qu'on le juge plutôt par rapport à l'handicap ou ce qu'on pourrait obtenir comme bénéfice, plutôt que ses compétences. Quand on dit 80% d'handicap, ça ne se voit pas. Ça veut dire ça aussi, des malentendants. Donc des malentendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans nos congrès, on ne le fait pas suffisamment. De langue des signes tel qu'on le fait aujourd'hui. On ne s'occupe pas, en tout cas on ne s'intéresse pas suffisamment au monde de l'handicap. Alors, d'où l'intérêt de ce genre de table ronde, c'est de sensibiliser cette profession, la sensibiliser parce qu'elle est proche des entreprises, des chefs d'entreprise, les sensibiliser plutôt à connaître ce que c'est qu'un handicap. Ce n'est pas forcément que la chaise roulante, même si on arrive, Jean-Yves le dira tout à l'heure, à faire voler, il y a des pilotes qui sont sur une chaise roulante. On se tournera vers lui dans une poignée de minutes. Vous me permettez de saluer le travail de Fabienne Guiramant à l'instant et de Cécile Guidicelli qui lui succédera. Elles nous permettent d'interpréter en langue des signes ce qu'on est en train d'essayer de dire, plus ou moins bien d'ailleurs, et on les salue. Et on les remercie mille fois d'être parmi nous aujourd'hui. Madame la Ministre, sur ces freins, on s'aperçoit que, et ça va nous permettre sans doute de faire la transition avec les aides de l'État, sur ces freins, on s'aperçoit qu'on n'a pas parlé pour l'instant de finances directement, on n'a pas parlé d'argent, on a parlé plutôt de psychologie, de culture, de crainte, de méconnaissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous dire quelque chose de très simple aux entreprises qui nous écoutent, aux experts comptables. Aujourd'hui, embaucher une personne handicapée, c'est faire en sorte que la seule charge sociale qui représente l'amende, parce qu'on va être frais, on va être clair, c'est une amende que vous payez quand vous n'atteignez pas vos 6%. C'est la seule charge sociale que vous pouvez éviter de payer en embauchant. Donc moi, je redis haut et fort qu'avoir une RH inclusif, embaucher une personne handicapée, dépasser les 6%, qui sont aujourd'hui une politique de quota, vous permet d'éviter de payer une charge sociale. Et il faut arrêter de penser que embaucher une personne handicapée entraîne immédiatement des adaptations lourdes et coûteuses. Elles ne sont pas coûteuses puisqu'elles sont prises en charge par l'AGFIP, qui est l'organisme qui collecte justement les amendes, les contributions pour être politiquement correct, les contributions des entreprises qui n'ont pas atteint leurs 6%. Mais si vous n'avez pas atteint vos 6%, vous pouvez aussi participer à des achats inclusifs responsables en faisant travailler soit des ESAT, donc des ateliers dits protégés avant, ou alors tout simplement aussi faire de l'intérim avec des personnes handicapées, tout ce qui permet de rentrer dans l'entreprise est valorisé pour votre taux d'emploi. Les stagiaires handicapés, l'intérim, les emplois, les achats responsables. Donc vous avez une foultitude de possibilités de rentrer dans votre obligation d'emploi. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. C'est important. 33 ans qu'il y a une obligation, 3,6%, 3,8% aujourd'hui dans les entreprises privées. Moi, je me mets au service des employeurs pour les accompagner, pour tout simplement atteindre ce 6%. Madame a dit quelque chose de très important. Lorsque vous parlez de 3,6%, vous incluez dans ces 3,6 ou 8%, je n'ai pas bien entendu, les entreprises qui font appel par d'autres moyens que l'embauche aux travailleurs. Non, je parle d'emploi direct. Emploi direct. D'accord. L'emploi direct. C'est la réforme de l'obligation d'emploi qu'on a portée dans la loi de 2018, auquel faisait allusion Madame Weissmann. Emploi direct, achat inclusif, vous y êtes pas. Après, vous avez une charge sociale, un chèque à faire si vous n'êtes pas atteint vos 6%. Donc, très simple, c'est la seule charge sociale que vous pouvez éviter de payer en embauchant. Alors, deuxièmement, juste pour revenir à ce que m'a dit Madame Weissmann, très important, en dessous de 20 salariés, vous n'êtes pas en obligation d'emploi. Mais pourquoi nous avons demandé le déclaratif? Parce qu'aujourd'hui, sur les toutes petites PME, nous avons déjà 80 000 entreprises qui embauchent une personne handicapée. Et moi, celles-là, je veux pouvoir les connaître pour les aider, tout simplement, leur apporter les dispositifs qu'il y a. Parce que c'est dans l'ADN, justement, des toutes petites PME d'accueillir la différence et de l'intégrer dans leurs entreprises. Donc, c'est vertueux comme dispositif. On va parler des dispositifs que vous avez lancés, si vous voulez bien, ou que le gouvernement a mis en place. Il y en a essentiellement 3, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a d'abord l'aide directe à l'embauche d'une personne handicapée. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces dispositifs et peut-être préciser une question qui me taraude? On n'est pas là pour polémiquer du tout, mais j'ai noté que les aides à l'embauche étaient les mêmes selon qu'on embauchait quelqu'un qui était handicapé ou qui ne l'était pas.
Alors, la grande différence, c'est vous faites allusion donc à l'aide directe d'embauche qui a été mise en place dans le cadre du plan de relance. 4 000 € d'aide à l'embauche pour tout CDD de plus de 3 mois ou un CDI, quel que soit l'âge de la personne handicapée. En fait, c'est la mesure jeune sur laquelle on a enlevé la limite d'âge. Quel que soit l'âge de la personne handicapée, prorogé jusqu'à fin juin et certainement prorogé jusqu'à fin 2021 parce que justement, elle a eu un peu de mal à démarrer. Aujourd'hui, sur cette embauche, nous sommes à plus de presque 10 000 contrats signés. 66% d'entre eux sont en CDI. Donc, on voit bien que c'est un levier, cette aide à l'embauche. 4 000 €. Aide à l'apprentissage, 8 000 € sur le contrat d'apprentissage de financement par l'État. En fonction de l'âge. Sans limite d'âge pour les personnes handicapées. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Ça, c'est à dire et à redire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment être aux côtés des employeurs, être aux côtés des personnes handicapées et pouvoir donner ce levier financier. Mais il y en a d'autres. Et j'aimerais bien qu'on parle 5 minutes de celui-là parce qu'il est très méconnu par les entreprises. C'est une prestation gratuite pour les entreprises de job coaching, d'emploi accompagné. Pour vous donner un exemple concret, vous embauchez par exemple une personne qui a un handicap psychique, qui sont assez nombreuses en entreprise. Ces personnes, parfois, elles peuvent avoir des variations d'intensité de travail et l'employeur, le collectif de travail, comprend mal pourquoi. Et bien souvent, on a des arrêts de travail et au bout du compte, un licenciement pour inaptitude. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets aux côtés des employeurs en leur offrant la possibilité d'avoir une prestation faite par des services qui sont spécialisés sur les handicaps psychiques, gratuite pour l'entreprise, complètement pérennes, c'est-à-dire qu'elles sont financées par l'État dans le temps pour justement avoir recours à un expert sur des troubles spécifiques que peut avoir la personne et éviter d'abord faire rentrer dans l'entreprise, bien accompagner la personne et éviter justement et conserver bien le maintien dans l'emploi et la progression. Donc c'est du job coaching, c'est de l'emploi accompagné, comme on a fait, parce que c'est mieux connu du grand public, l'école accompagnée avec les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Et bien, certains types de handicap ont besoin d'être accompagnés aussi pour accéder à l'emploi et être maintenus dans l'emploi. Alors, aide directe, aide à l'apprentissage d'une personne handicapée et job coaching que vous venez de décrire. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan, j'allais dire en étapes, un bilan d'étape de ces 3 dispositifs? On a vu que l'apprentissage avait formidablement fonctionné, j'allais dire pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Est-ce que ça a pris pour les personnes qui sont en situation de handicap aussi? Tout à fait. Aujourd'hui, pour les apprentis, c'est près de 500 000 apprentis valides qui ont été embauchés. Et nous avons 6 000 apprentis en situation de handicap. On est à 1,3%. On était à moins de 1% avant l'appui Un jeune, une solution et le plan de relance inclusif qui a été mis en place. Donc ça progresse pas encore assez vite, c'est indéniable, mais comme la progression sur les apprentis valides a été extrêmement forte, en valeur absolue, c'est pas énorme. Mais on a doublé en fait le nombre d'apprentis handicapés. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important avec justement cette aide à l'apprentissage. Sur l'emploi direct, je vous l'ai dit, plus de 8 000 contrats signés, 66% en CDI. Et sur l'emploi accompagné, aujourd'hui, on a à peu près 6 000 personnes, à peu près 6 000 personnes qui bénéficient de l'emploi accompagné. On sait que dans les 6 mois, 60% d'entre elles sont en emploi durable. Donc on voit bien qu'on a un vrai levier avec l'accompagnement dans l'emploi et le maintien dans l'emploi avec le job coaching. Et nous avons remis 15 millions sur le plan de relance encore pour développer ces services gratuits pour les entreprises et pouvoir géographiquement les mettre au plus près des bassins d'emploi. Alors, on va, si vous voulez bien, prendre un peu l'air et s'adresser à notre ami Jean-Yves Blémet qui nous attend depuis Narbonne, où il est en télétravail, en tout cas il est en visio avec nous. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Yves? Oui, je vous entends bien. On est ravis de vous avoir. Vous avez écouté, je sais, avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est dit jusqu'à présent. On va revenir sur ces dispositifs. On va revenir évidemment sur le rôle que les experts comptables peuvent avoir dans le rôle de relais auprès des dirigeants. Mais d'abord, cette parenthèse que l'ami Mohamed Lakila a ébauchée dans son introduction. Vous êtes le président des Chevaliers du Ciel, Rêve de gosse. En quelques mots, précisez un peu en quoi consiste cette formidable initiative que vous avez lancée il y a combien de temps maintenant déjà? Ça fait quelques années. On fête les 25 ans cette année
Et permettez-moi de remercier déjà Madame la ministre qui a fait beaucoup depuis le début de son mandat auprès du président Macron, pour des associations comme les nôtres et qui nous soutient ardemment. Et ainsi que le député Mohamed Daguila, qui j'ai rencontré à Montpellier il y a 2 ans, pour justement cette opération Rêve de gosse. Rêve de gosse est né il y a 25 ans d'un constat qu'on avait fait par rapport aux enfants extraordinaires, et que quelque part nous souhaitions mettre notre passion de pilote au service de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. Le constat avait été le suivant: faire rencontrer des enfants que l'on appelle ordinaires, des enfants qui n'ont pas de pathologie, et des enfants extraordinaires qui sont ces enfants autistes, trisomiques, leucémiques et enfants de la Lune et d'autres enfants. C'était aussi l'idée de dire que ces enfants ordinaires qui vont de 7 à 14 ans, le disque dur n'est pas encore formaté, et que quelque part ces enfants qui auront participé à cette opération d'acceptation de la différence et d'inclusion se souviendront plus tard, quand ils seront à l'âge adulte, qu'ils ont travaillé avec des enfants handicapés sur un thème quel qu'il soit. Et ça permettra aussi, on arrive sur l'entreprise, que ces enfants devenus adolescents ou adultes auront à cœur de favoriser justement l'inclusion du handicap dans le monde de l'entreprise. Moi, je viens du monde de l'entreprise, du monde de la grande distribution. Beaucoup d'efforts ont été faits dans l'entreprise pour permettre à ces enfants cabossés ou ces adultes maintenant d'être intégrés. Et c'est important pour nous ce qu'on fait, puisque on a baptisé, c'est le terme qu'on emploie dans le monde de l'aviation, on a baptisé plus de 30 000 enfants en 25 ans. Avec l'aide, bien sûr, nous sommes sous le haut patronage du président de la République depuis Jacques Chirac. Nous sommes agréés par l'Éducation nationale justement pour travailler avec l'Éducation nationale, parce que c'est important. Et puis, nous avons les soutiens de beaucoup d'industriels français qui nous soutiennent dans notre démarche. Et vous parliez tout à l'heure de Poitiers. Poitiers, ça nous a amené un peu plus d'oxygène ces jours-ci, puisque des industriels nous ont appelés en disant ben, on va vous aider, etc., etc. Mais je reviens sur Madame Cluzel, qui m'a déjà reçu, nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs fois. Je pense que Madame, vous avez pris le bon chemin et vous avez pris la bonne ligne de conduite pour l'intégration des enfants handicapés ou des adultes handicapés dans l'entreprise. Et l'apprentissage, vous en parliez tout à l'heure, c'est très important. C'est très important parce que c'est là qu'on forge une vie de travailleurs. Et ces jeunes, ils sont vraiment extraordinaires. Parce que quand on les voit dans l'entreprise, quand on voit les apprentis, et comme me disait une directrice d'un centre de la Croix-Rouge qui accueille des enfants polyhandicapés, ces enfants sont vraiment extraordinaires. Il faut les considérer comme ça. Il ne faut pas les considérer par des handicapés qui ne comprennent rien. Et je crois que quelque part, le fait que nous, on leur amène, on leur permet de laisser au sol les entraves qu'ils ont dans la vie, et c'est pour nous quelque chose d'important, nous pilotes qui avons la chance. Et on a également des équipages handicapés qui viennent nous rejoindre. Je prends le cas de Ruine Bourneton, je prends le cas de Philippe Carrette, des gens qui sont Ludovic Béjot, qui est un handicapé extraordinaire et qui est vraiment un monsieur extraordinaire, qui fait beaucoup pour notre association. En fait, si vous permettez, vous êtes en train de dire que c'est par l'éducation, en changeant le regard des enfants valides sur leurs amis qui ne le sont pas, c'est comme ça qu'on va grandir avec un autre état d'esprit, et peut-être qu'on trouvera dans l'univers de l'entreprise d'autres relations entre ces deux publics qui ne se comprennent ou qui ne se connaissent pas forcément. C'est ça que vous dites, hein? Ça, je suis intimement persuadé que le travail qu'on fait à notre petite échelle, notre pierre qu'on met à l'édifice, permettra aussi au fur et à mesure, et puis
je revois des enfants qui viennent me voir en disant on a fait rêve de gosse avec vous, voilà ce que ça nous a amené. Et justement, on est en train de faire une plaquette pour les 25 ans. On a questionné des jeunes qu'on a rencontrés, et notamment la première enfant que nous avions baptisée à Cergy-Pontoise, qui était une femme malvoyante, qui est kinésithérapeute maintenant. Eh bien, elle nous a dit sa satisfaction de nous avoir croisés sur nos chemins, et ça, c'est pour nous une récompense aussi à nous. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, vous intervenez, je ne sais pas comment, vous pouvez nous faire signe d'ailleurs, mais en tout cas, vous parlez et on vous repasse la parole comme vous le souhaitez. Je suis à côté d'un monsieur qui nous a rejoint, qui s'appelle Thierry Pouplier, qui travaille à l'Institut, qui est même le directeur de l'Institut des parents à Aix-en-Provence, à la sortie d'Aix, je crois. Et cet institut, Madame le ministre, ça va vous intéresser, gère 6 établissements médico-sociaux et accueille des personnes qui sont âgées de 6 à 82 ans. 295 personnes aujourd'hui sont accueillies dans cet institut, 130 enfants, et puis donc, pour nous ramener au sujet qui nous réunit ici, un ESAT, c'est ça? Oui. Qui accueille combien de personnes et qui travaille comment? Alors, l'ESAT, c'est un établissement de service d'aide par le travail. Donc, nous accueillons 52 travailleurs en situation de handicap. Des travailleurs fantastiques, je vous assure. Je vais vous rassurer sur ce point et j'aimerais rassurer les entreprises. Que j'ai visité. Oui, que vous avez visité. Historiquement, les ESAT, donc, on a des activités. On ne travaille pas pour d'autres établissements médico-sociaux. On travaille pour des collectivités, pour des entreprises, pour des mairies, pour toutes sortes d'entreprises qui nous sollicitent pour réaliser des prestations telles une entreprise tout à fait classique. Et le niveau de prestation, ça fait 12 ans que je suis dans le médico-social, j'étais dans l'éducation nationale, je vous assure que le taux d'absentéisme d'une personne en situation de handicap est presque nul. Ce sont vraiment d'excellents travailleurs. Quel type de service Alors, on a historiquement des espaces verts, c'est-à-dire qu'on entretient les espaces verts, du conditionnement pour des entreprises de conditionnement, la lingerie, on retrouve aussi la lingerie pour des hôtels ou pour des restaurants. On a une particularité sur Aix, on a une poterie, un atelier poterie, ce qui est en France. Et en quoi consiste l'accompagnement de votre établissement par rapport à ce public? Notre accompagnement, quand on rentre dans un ESAT, ce n'est pas pour y rester à vie. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Chaque personne a un projet. Son projet, c'est à nous de le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre comment? En valorisant les compétences, en formant, mais avec des méthodes un peu différentes au départ, parce qu'il faut comprendre la personne, comprendre son projet, comprendre comment intellectuellement il va falloir y arriver, et ils y arrivent. Donc on met des méthodes éducatives très particulières, et ils ne font pas que travailler. Il y a dans les ESAT une grosse partie de formation qui va les aider à obtenir donc leur projet à mi-temps, à tiers-temps, dans des entreprises tout à fait classiques. Chaque année, alors c'est petit, vous allez me dire, sur 52, mais chaque année, on arrive à placer tout à fait convenablement, avec un lien fort d'accompagnement, à peu près 2-3 personnes en CDI. Et on en est très fiers. Et je vous assure, il n'y a pas de petite victoire dans ce domaine. Et ces personnes-là ont la possibilité d'avoir un peu plus d'argent aussi, un revenu supérieur, puisque quand on travaille dans un ESAT, on est condamné à être travailleur pauvre toute sa vie. Et là, ils ont des augmentations, ils ont le 13e mois, ils peuvent accéder à un logement et ils ont une vie comme vous et moi. Alors, quand vous entendez ce que Mme Cluzel nous a dit tout à l'heure, comment vous recevez ces propos sur, elle nous a dit plusieurs choses, elle nous a parlé de dispositifs très concrets d'aide à l'embauche ou à l'apprentissage et ce coaching aussi. Et elle nous a parlé aussi de l'état d'esprit. Elle se dit il est nécessaire de militer auprès des chefs d'entreprise pour leur faire comprendre qu'on a face à eux, on a des publics formidables. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mme Cluzel? C'est peut-être un effort que nous avons à faire dans le médico-social, d'aller vers les entreprises pour expliquer ce que l'on fait, comment on fonctionne et comment on accueille une personne en situation de handicap. Chaque cas est particulier, bien évidemment. Moi, je suis très heureux de la politique qui est menée par Mme Cluzel. Mme Cluzel, on n'a jamais autant fait dans le handicap depuis l'arrivée de Mme Cluzel sur le champ du handicap. Et les lois, aujourd'hui, peuvent être contraignantes. Certaines lois, par exemple l'apprentissage. On a un IME, c'est pour accueillir des enfants de 14 à 20 ans. Et pour les amener à l'emploi ou pour réaliser leur projet, il faut qu'ils puissent utiliser des machines.
Et ils mettent un peu plus de temps au départ. Et donc, il faudrait peut-être revoir un peu certaines lois sur l'éducation pour leur permettre d'avoir un tournevis en main, d'avoir un peu plus tôt que les autres, pour qu'on puisse arriver à l'âge adulte dans de meilleures conditions pour les intégrer dans l'entreprise. Mais rassurez-vous, embaucher des personnes en situation de handicap, c'est juste fantastique. Bien, Mme Cluzel, vous avez écouté le témoignage de Thierry Pouplier et celui de notre ami Jean-Yves Glemet. Je vous laisse réagir. Alors d'abord, deux réactions à celui de Jean-Yves Glemet. J'ai eu la chance, avec ma fille trisomique Julia, il y a 10 ans, de voler avec Rêve de gosse. J'ai pu voir ces étoiles dans les yeux de ces enfants. J'ai pu voir enfants handicapés et enfants valides ensemble. Alors, je voudrais saluer aussi l'implication de José Garcia, un des parrains, avec d'autres aussi. Mais voilà, c'est là où on redonne confiance en soi, on lève les possibles. Toute leur vie, ils ont entendu « c'est pas possible, ça ne sera pas pour toi ». Là, ils découvrent qu'ils peuvent avoir des sensations extrêmement différentes et partager des choses extraordinaires avec des enfants valides. Et donc, c'est redonner confiance en soi. En tout cas, je salue cette association magnifique que l'on soutient activement, le président de la République par son parrainage et moi, vous m'aurez toujours à vos côtés. En réaction du deuxième témoignage de l'établissement que je connais bien, le Paron, ils font un travail formidable. Je rappelle que le job coaching, l'emploi accompagné, c'est venu des ESAT pour justement avoir cette continuité d'accompagnement pour ceux qui en sortent. Parce qu'on reste toujours en situation de handicap où qu'on soit. Et l'important, c'est qu'on comprenne comment fonctionne la personne et qu'on acculture le milieu dit ordinaire, le collectif de travail, à des différences, à des personnes qui sont autrement capables, à des compétences en devenir parfois, de savoir-être et de savoir-faire. Et donc, c'est ce parcours qu'il nous faut travailler. Et en France, on a la chance d'avoir une palette de solutions. On a les ESAT, on a les entreprises adaptées, dont on n'a pas parlé, qui sont des entreprises ordinaires, mais avec des subventions d'État. On a les CDD tremplins, on a le job coaching. On est en train de créer un continuum d'accompagnement pour permettre à chacun d'avoir son projet professionnel et son choix professionnel. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est une complémentarité entre l'expertise du médico-social, qui est pleine et entière sur justement les adaptations à faire, sur le rythme de travail peut-être différent, et le milieu dit ordinaire, qui a encore une méconnaissance des compétences potentielles des personnes handicapées, qui toute leur vie travaillent sur des compensations. Une personne en situation de handicap, pourquoi c'est une recherche dans une entreprise? Parce que toute sa vie, elle a dû compenser son handicap en trouvant des biais. Et je veux reparler, juste faire le lien entre les deux témoignages avec Dorine Bourneton. Dorine Bourneton, qui est notre championne de voltige, qui est paraplégique, vient d'être embauchée par la BPE, en charge justement de la politique RH inclusive. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Ribes, le patron de la BPE, a dit « Moi, je veux faire une convention avec tous mes cadres, Bac plus 5 comme niveau d'emploi. Je n'arrive pas à trouver du sourcing. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embauché Dorine Bourneton, qui ne connaît absolument pas l'entreprise, qui a par contre une école de vie extraordinaire et un réseau fabuleux. En 6 mois, il est passé de 2% de taux d'emploi à 7,8% de taux d'emploi. Donc, quand on veut, on trouve, quand on se donne les moyens de mettre en réseau en même temps le médico-social, les associations du handicap et l'entreprise. Et il a dit tout simplement à ses cadres, un recrutement sur 2 sera en situation de handicap. Une boîte qui embauche du Bac plus 5, il y est arrivé en 6 mois. Voilà par exemple un exemple d'une politique RH inclusive extrêmement dit. Vous avez parlé tout à l'heure de, je pense, des EATT, c'est ça? Il y a les entreprises adaptées et il y a aussi les entreprises adaptées de travail temporaire que nous avons créées justement avec la ministre du Travail pour permettre justement d'avoir des spécialistes qui proposent des personnes en situation de handicap en intérim. C'est aussi une façon d'accéder à l'emploi. Vous aviez une question à poser à Madame la Ministre sur l'équilibre ou l'organisation territoriale, département-État des politiques. Expliquez, allez-y, profitez. C'est pas trop lié au travail, ça fait rien. Mais aux établissements et au financement des établissements. L'éthique, c'est une vision, c'est des choix. Ces choix sont-ils réellement, je l'espère, partagés entre vos formidables équipes de l'ARS que l'on connaît et qui financent les ESAT et les établissements pour enfants, et le conseil départemental qui finance l'hébergement. Donc on est toujours face aux deux tutelles, aux deux financeurs publics, puisqu'il s'agit d'argent public. Et quelquefois, peut-être ça n'est qu'une impression, on a l'impression que on ne regarde pas forcément dans la même direction. Je pense qu'il y a un travail qui... Vous le dites avec nuance, la réponse, je le sais, sera sur le même ton.
Je pense que non, c'est pas sur le même ton. Pourquoi historiquement, ce sont les agences régionales qui sont en charge des enfants et les départements des adultes handicapés. C'est un historique d'empilement des politiques handicap depuis 50 ans qui ont fait qu'on a fait du handicap une politique à part. Moi, je veux remettre le handicap dans le droit commun, c'est-à-dire le choix du logement, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'habitat inclusif, au milieu des autres, en cœur de ville, avec des aides en même temps de l'État, mais des départements, parce qu'on est en co-responsabilité. Ah, on a une petite coupure, on va vous retrouver, c'est sans doute le réseau qui est en difficulté. On est dans une période où le télétravail est omniprésent et donc ces tuyaux-là sont sursaturés de demandes et se bouchent comme tous les tuyaux. C'est l'histoire du cholestérol, vous savez, ben c'est pareil. Les réseaux sont eux aussi contraints quelquefois. On va essayer de vous récupérer. Pendant ce temps, je vais demander à Colette Weisman comment les experts comptables, dont Madame la Ministre disait qu'ils étaient des intermédiaires formidables auprès des dirigeants, comment les experts comptables peuvent agir dans cette œuvre de pédagogie sur tout ce qui existe entre dispositifs d'État, etc. Permettez-moi de doter mon masque quelques minutes, ça commence à être pesant. Madame la Ministre l'a très bien dit, les experts comptables sont aujourd'hui vraiment le point d'entrée des entreprises. Et notre rôle, c'est plus celui de faire appliquer la loi. Aujourd'hui, la loi, je pense qu'elle est appliquée. Comme le disait Madame la Ministre, on paye la taxe, la contribution, l'amende, appelons-la comme on veut. Notre rôle aujourd'hui, ça va être vraiment de faire tomber les barrières du handicap et faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou dans l'entreprise. Les chefs d'entreprise et les équipes se disent toujours, mais si on intègre une personne handicapée, mais comment est-ce qu'on va arriver à l'intégrer dans l'équipe? Et cette peur-là, elle est un peu irrationnelle, mais malheureusement, elle existe. Et je pense que notre rôle, c'est un rôle, outre celui que nous avons au quotidien, c'est vraiment un rôle citoyen, de vraiment montrer l'objectif de la loi, en dehors, comme je le disais tout à l'heure, de la faire appliquer. C'est important de responsabiliser les chefs d'entreprise, nos clients, sur le sujet du handicap. Le deuxième, c'est de faire en sorte que ce dialogue social soit vraiment un levier pour l'embauche des handicapés. Donc ça, c'est très très important. Et ensuite, il faut qu'on aide les chefs d'entreprise à développer cette politique de l'emploi pour aller de l'avant et faire en sorte que le handicap soit plus un problème, mais comme le disait Madame la Ministre, aller chercher les compétences là où elles sont, parce qu'elles existent. Mohamed Lakila, comment les experts comptables peuvent-ils agir? Je crois qu'ils le font de plusieurs manières. D'abord, en s'intéressant à un sujet qui n'est pas forcément simple d'appréhension, en étant un peu moins handicapés eux-mêmes, c'est-à-dire en ouvrant tout simplement les yeux, en embauchant des gens, en découvrant parfois leur handicap et en s'adaptant. Et l'expert comptable qui est au cœur de l'économie doit pouvoir véhiculer aussi ce message auprès des artisans, auprès des petites entreprises. Dans les grandes entreprises, ils ont ce qu'il faut, il y a les DRH, c'est structuré, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau des petites entreprises, on a besoin de faire passer ce message. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire, c'est ce qu'il faut faire aussi. Alors, s'il y a une législation et des lois dures, c'est parce que justement, je dirais, nos concitoyens ou les entreprises ne sont pas suffisamment alertés sur le sujet. Donc, il y a des lois, à un moment donné, il faut les appliquer, mais notre rôle, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi il y a une loi. Un peu comme pour la parité. Dans quelques temps, on n'en parlera plus. Et bien, l'handicap, c'est un peu la même chose. Il y a une loi, il faut appliquer la loi. Celui qui ne l'applique pas, il payera la contribution très forte. Et par contre, petit à petit, il faut qu'il appréhende, qu'il soit acteur, qu'il soit responsable pour, à un moment donné, comme rêve de gosse, c'est qu'on ne voit plus l'handicap. On ne voit plus que la personne ordinaire. Madame le ministre n'a pas insisté sur la politique du bâton. Hein. Elle n'a pas insisté sur le fait que mais elle existe. les amendes, appelons-les comme ça, les contributions ne sont pas assez fortes. Vous, en tant que législateur, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait que la loi soit beaucoup plus dure, beaucoup plus coercitive? Non, une loi, il faut d'abord qu'elle soit expliquée et comprise par, je dirais, la majorité des entreprises. Il faut d'abord l'expliquer et le rôle du législateur, c'est aussi d'expliquer. Alors, il le fait pendant les discussions de la loi. Ensuite, la loi, elle est là. On peut toujours l'améliorer. C'est ce que la ministre a fait dès son arrivée. C'est ce qu'elle fait. Le législateur, il est là pour accompagner, pour
aussi véhiculer tous ces messages auprès des entreprises, mais pas que, les handicapés eux-mêmes ont besoin aussi d'être accompagnés, de leur faire connaître les entreprises, pour qu'ils comprennent aussi comment fonctionne une entreprise. Et j'ai appris une chose, un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe 2000 fois. Ah bah vous voilà revenu. 2000 fois, il tombe avant de commencer à marcher. Donc un handicapé, il a peut-être, ça a été dit tout à l'heure, il a besoin peut-être d'un peu plus de temps quand il est à l'école, parce qu'il y a aussi des handicaps qu'on ne voit pas, d'être un peu plus accompagné que les autres. Et sur l'apprentissage, peut-être qu'il faut revoir aussi la durée de l'apprentissage pour accompagner ceux qui ont quelques handicaps à s'adapter en fait à un modèle qu'on dit aujourd'hui normal. Mais est-ce qu'on est dans la normalité? Est-ce que vous considérez, vous, en tant qu'expert comptable, qu'il faudrait que la sanction soit plus sévère pour celles et ceux des dirigeants qui ne se plieraient pas à ces exigences de la loi? Non, je suis pas fan d'une sanction plus élevée. Je crois qu'il faut arriver à éduquer et les experts comptables et nos chefs d'entreprise pour favoriser l'embauche des personnes handicapées dans les entreprises. Faire tomber ces barrières, c'est notre premier message. Après, comme le disait Mohamed Akila, notre rôle, aujourd'hui, bien sûr, on intervient dans les grandes entreprises, mais c'est surtout, je dirais, là où le combat contre le handicap sera gagné, c'est quand les petites entreprises qui n'ont pas l'obligation d'embaucher embaucheront des personnes handicapées. Et pas seulement celles qui sont obligées de le faire parce qu'il y a une sanction ou parce qu'il va y avoir une pénalité ou autre. Bien, alors on va terminer sur cette frustration, Madame la Ministre. Pardon de ne pas vous donner la parole pour nous aider à conclure ce moment. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais moi, nous, on vous entend très bien. Vous amener chez nous assez fréquemment dans les mois qui viennent, mais c'est avec plaisir qu'on aura l'occasion de vous retrouver. Pourquoi pas pour vous poser les dernières questions qu'on souhaitait vous poser sur ce sujet du handicap qui, vous l'avez compris, intéresse au plus haut point l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui se fera un plaisir, je le répète, de vous retrouver pour aborder ces questions-là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci. Le prochain rendez-vous d'Éthique Éco n'est pas encore fixé dans sa thématique, mais vous savez que Mohamed Lakila et Colette Weissman ont de la suite dans les idées et on aura l'occasion de se retrouver pour parler d'éthique et d'un sujet qui est cher aux experts comptables. Bon appétit s'il est encore temps pour vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.